Bonjour à tous. Bien hier, je vous avais dit qu'on ne referait pas de randonnée aujourd'hui parce qu'on était trop fatigués et qu'il allait pleuvoir. Mais rien n'est pareil d'une journée à l'autre. Il a bien plu cette nuit. Il a aussi bien plu ce matin. Nous avons fait quelques petites courses là où on était, à Danxora, en Espagne, à l'entrée de l'Espagne. Et maintenant, nous sommes à Espelette pour y faire une toute petite randonnée avec un tout petit dénivelé, 2 petites heures de marche vers les différents producteurs d'Espelette. Et regardez où se démarre notre randonnée. Voilà, à l'église. On est au pied du château de l'office du tourisme, etc. Et notre randonnée va par là. Nous avons le choix entre 2 chemins, circuit des familles, circuit de la montagne. Kat préfère le circuit de la famille. Et je ne sais pas si c'est le circuit qu'on avait vu tout à l'heure, mais on peut le faire. Nous sommes à Espelette, donc évidemment, il y a des piments, des bébés piments. Et là, c'est le Lavoir. En notre petite randonnée, dite familiale, voilà, dans la ville, on a fini. Eh bien, nous amène dans des petites rues bien calmes, c'est bien agréable. C'est pas un plus beau village de France, mais il y a des belles vieilles maisons basques. Toute jeune non plus celle-là. Belle maison basque, avec de jolis rosiers. Une petite vue sur Espelette. Une petite vue sur le couvent d'Espelette. Et la montagne. Bon, là, il y a une maison devant. Il n'y a plus de maison devant, mais on ne voit plus le château. Une jolie vue sur le château d'Espelette et son église. Puis quelques minutes, quelques centaines de mètres, on suit cette jolie petite rivière. Et de l'autre côté, il y a un producteur de piments. On avait quitté la rivière pour la retrouver. On la traverse par un petit pont. Il doit y avoir du poisson puisqu'il y a des cartes de pêche en vente. Apparemment, nous allons par là. Combien? J'ai pas entendu. 1 km 2. Qui nous reste? Ça va, 1 km 2. C'est dommage, c'est sur la route. Nous traversons un petit rue, mais surtout, voilà. C'est un terrain privé, on a le droit de passer, rester sur le sentier et tenir les chiens en laisse parce que c'est une zone de pâturage. Et regardez comme c'est mignon. On va avoir un beau petit chemin. Voilà, toujours Espelette à notre bout. C'est grand Espelette. La montagne est jolie. Malheureusement le poteau un peu moins, mais bon. Il faut bien qu'ils aient l'électricité ces gens-là. Voilà, et nous c'est de l'autre côté qu'on va. De quitter la zone de pâturage pour reprendre une petite route qui va devenir chemin un peu plus loin, je crois. Alors nous sommes toujours sur la balade de famille. On croirait qu'il allait nous rester une demi-heure jusqu'à Espelette. Mais c'était une demi-heure jusqu'à l'autre poteau. Là, il nous rajoute encore une demi-heure sur l'autre poteau. Est-ce que c'est Espelette ou pas? On n'en sait rien. Mais bon, c'est une belle balade, pas trop dure. On verra bien à la fin si c'était la balade qu'on voulait faire, des producteurs. Le début, c'était identique. Des producteurs, on n'en a pas vu beaucoup. On a vu au loin quelques champs de piments, c'est tout. On s'est baladé dans la forêt. Longtemps sur le long d'une rivière. C'est très gadouilleux, de plus en plus gadouilleux. Là, il y a des vaches qui doivent passer, c'est pour ça. Oula, ça promet la glissade, là. Bon, j'arrête de filmer. La carte, elle va pas glisser, ça c'est sûr. Mais moi, je rentre ma caméra pour pouvoir descendre aussi doucement. Allez, elle y est presque. Eh bien, je le fais tranquillement, en marchant,
J'ai de bonnes chaussures de randonnée avec des bons crampons. Je ne glisse pas. C'est parfait. Parce que là, c'est encore gadouilleux. Hein. Mais ça, c'est plat, ou presque. Nous revenons à la civilisation. Il faut attacher Néo. Ça y est, on est proche. On est à la porte d'Espelette. C'est tout mignon, un beau petit pont. Voilà, nous sommes de retour à Espelette avec tout le monde qu'il y a qui essaye de ne pas filmer. C'est pas facile. Créateur de toile basse. Cette maison date de 1818. Une maison avec les piments. Parce que c'est plus la saison pour laisser les piments. C'est à l'automne qu'on voit les piments sur les maisons. Ils ont laissé leurs piments en exposition. Je suis ressortie du camping-car. Eh bien, nous avons fait une belle randonnée. Nous sommes rentrés pour goûter une petite, comment dire, un gâteau basque à la cerise que nous avons acheté sur place. On s'est régalé. On en a mangé qu'un quart, hein. On a été raisonnable. Et maintenant, je suis venue à la chocolaterie Anton pour la visiter et voir ce qu'ils font comme chocolat au piment d'Espelette. Je vous montre. Bon, il y a des gens qui passent. Ben voilà. La chocolaterie, l'atelier de fabrication, normalement on peut visiter. Je vais voir. Je m'appelle Éric Auger, je suis dirigeant de la chocolaterie Antion, j'ai 59 ans. La chocolaterie a été créée en 1993 par un couple de Belges dont le fondateur s'appelait Tony. Et c'est pour ça qu'il a appelé la chocolaterie Antion, hein, puisque Antoine, Tony, Antion en basque. Notre produit totem, notre produit phare, c'est la ganache au piment d'Espelette. Et j'ai le plaisir, chaque année ou presque, de partir à l'autre bout du monde pour aller découvrir des plantations de cacaoyers. Donc je vais vous expliquer maintenant comment se passe la culture et l'agronomie de ce petit arbre qui donne donc ces fruits si précieux. Le cacaoyer, en fait, pousse sur une ceinture équatoriale entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. La production essentiellement se fait en Afrique équatoriale. Côte d'Ivoire et Ghana représentent à peu près les 2 tiers de la production mondiale. On en trouve également en Amérique du Sud et en Amérique latine. Et depuis quelques 20-25 ans, on voit l'émergence de production de cacaoyers en Asie et en Asie du Sud-Est. Ce cacaoyer, en fait, son nom botanique est Theobroma cacao. Theobroma, en grec, ça veut dire le mets des dieux, la nourriture des dieux. C'est un petit arbre qui fait 4 à 8 mètres de haut, qui pousse à une altitude comprise entre 350 et 800 000 mètres, qui a besoin d'une micrométrie importante, donc d'humidité importante, à peu près 85%, et qui, une caractéristique, ne pousse que à l'ombre de grands arbres comme des palmiers ou des bananiers. Il ne pousse pas en plein soleil. C'est un arbre qui vit à peu près 30-40 ans. Il commence à donner des cabosses au bout de 3 à 4 ans. Et la caractéristique de ce petit arbre, c'est qu'il va avoir des fleurs. Et ces fleurs, il va en produire à peu près 6000. Et ces fleurs vont pousser directement
sur la structure du tronc et des 5 branches principales. Sur ces 6000 fleurs, il n'y en aura que 60 qui vont donner des cabosses. Alors la cabosse, c'est ça en fait, cette espèce de gros fruit rouge, jaune, vert ou orange qui va être accroché directement à l'arbre par ce petit pédoncule qui est ici. La récolte se fait à 2 moments de l'année. Il y a une première grande récolte qui en général se situe à l'automne et une autre deuxième petite récolte qui se situe en général au printemps. Les planteurs utilisent en fait une machette ou un émondoir au bout d'une perche pour cueillir délicatement les cabosses, les faire tomber, et une fois qu'elles sont ramassées, elles vont être écabossées. Alors le principe de l'écabossage, c'est qu'à coup de machette, les planteurs vont ouvrir la cabosse, en extraire ce fruit là. Ici on a ce qu'on appelle le mucilage, avec à peu près ici 30 à 40 graines ou 30 à 40 fèves qui vont donner, après transformation, du cacao. Arrive une étape extrêmement importante qui est la fermentation. La technique la plus ancienne, la plus rustique, en fait, c'est qu'elle se fait à proximité des cacaoyers. Les planteurs creusent un trou, tapissent ce trou de feuilles de bananier, remplissent de fèves, couvrent à nouveau de feuilles de bananier, et au bout de 6 jours, ils reviennent et ça va fermenter, et ensuite ça part au séchage. Néanmoins, depuis maintenant 30-40 ans, les techniques se sont affinées. On a des points de collecte où, si vous voulez, les fèves vont être fermentées dans des grands bacs en bois. Et chaque jour, ou 2 fois par jour, les personnes destinées à surveiller la fermentation vont remuer à la main ces fèves, et donc la fermentation va avoir lieu pendant 6 à 7 jours à des températures qui peuvent monter 37 à 40 degrés. Alors cette opération est extrêmement importante parce que c'est là, au moment de la fermentation, que vont apparaître les précurseurs d'arômes de cacao. Au bout de 7 jours, on considère que la fève est fermentée, et alors là, il faut passer à l'opération de séchage. On va sécher sur des grandes clés qui sont évidemment mises au soleil, ou bien sur des grandes parcelles en ciment. Le temps de séchage peut durer 2 à 3 semaines, et tous les jours, plusieurs fois par jour, il faut remuer pour que le séchage se fasse dans de bonnes conditions. Le séchage est extrêmement important parce qu'en sortie de fermentation, la fève contient 65 à 70% d'humidité, et pour qu'elle se conserve, il faut qu'on passe de 65 à 70% d'humidité à 6-7% d'humidité. Donc c'est important que le séchage se fasse dans de bonnes conditions. Elles vont partir ensuite, on va les mettre dans des grands sacs de toile de jute. On va rejoindre les points de collecte, et puis ensuite ça va partir par container ou par cargo, soit en Amérique du Nord, soit en Europe. Et à partir de là, on va transformer ces fèves pour donner du chocolat. Je vais présenter maintenant les différentes étapes de transformation des fèves pour aboutir au cacao, au chocolat. Tout d'abord, la première étape, c'est le nettoyage de ces fèves. Une fois que la fève est complètement propre, nettoyée, on va rentrer dans une opération qui est pour moi la deuxième opération après la fermentation la plus importante dans la transformation de la fève de cacao, c'est la torréfaction. Alors la torréfaction, en fait, se fait dans un torréfacteur qui ressemble à un torréfacteur à café. Cette opération va durer 30 à 40 minutes avec des températures entre 120 et 140 degrés. Après la torréfaction, on va passer au broyage, c'est-à-dire que les fèves, on va les broyer, on va faire éclater la fève en éliminant les enveloppes qui entourent cette fève d'un côté, et en récupérant le cœur de la fève de cacao. Et puis ensuite, on va presser le mélange, et on va obtenir d'un côté un tourteau. C'est un tourteau, ça va être une masse de cacao maigre. Pourquoi maigre? Parce que de l'autre côté, on va extraire le beurre de cacao. Donc ce beurre de cacao est traité de manière différente.
et on va les réutiliser après. Les tourteaux en fait vont être blutés, c'est une opération qui est importante, qui s'appelle le blutage, de manière à avoir ce qu'on appelle nous des gruées, donc une sorte de grosse poudre, enfin une poudre grossière de cacao, et cette poudre on va la réutiliser dans l'opération qui est l'opération de malaxage, on a une opération de mélange, une opération de malaxage dans laquelle on va rajouter le cacao, on va rajouter du sucre, on va rajouter du beurre de cacao et on va rajouter un émulsifiant, en général de la lécithine de soja, mais quelquefois la lécithine de tournesol. Cet ingrédient est extrêmement important parce qu'il permet de faire le lien entre une phase lipidique, une phase grasse, et une phase aqueuse. C'est à ce moment-là qu'on va décider de faire un cacao, un chocolat noir par exemple à 70% ou un chocolat au lait à 60%. Pour faire des tablettes de chocolat au lait, eh bien, même principe, on va rajouter du cacao, du sucre, du beurre de cacao et de la poudre de lait. Et encore une fois, en fonction du pourcentage de sucre, on va adapter, on aura une tablette en chocolat au lait à 55, 60 ou 62. Une fois que cette opération de mélange est terminée, on va faire un autre broyage qui va permettre d'affiner le mélange, parce que quand on rajoute du sucre, on rajoute des cristaux de sucre qui ont une certaine granulométrie, et il faut bien broyer de manière à ce que le mélange se fasse de manière complètement intime. Enfin, on va arriver à une autre opération qui est une opération qui est pour moi la troisième opération importante, qui est l'opération de conchage. L'opération de conchage, en fait, c'est une opération qui va durer plusieurs jours pour les chocolats fins, pour les chocolats de haute qualité. C'est la troisième et dernière opération où les arômes du cacao vont arriver à leur plénitude. Conche en espagnol, ça veut dire coquille, et quand on a commencé dans l'ancien temps de broyer, de concher du chocolat, on faisait ça dans des grosses coquilles avec des pierres lisses. L'objectif, comme je l'ai dit précédemment, c'est le développement final des arômes de cacao et également le broyage le plus fin possible des granules de sucre et des granules de cacao. Pour les produits qui sont des produits de haute qualité, les temps de conchage vont durer quasiment 2 à 3 jours. L'objectif étant d'avoir une granulométrie la plus fine possible, et plus le grain est fin, plus la tablette brille. Plus vous l'avez en bouche, plus vous avez le sentiment d'avoir sur le voile du palais, vous avez tapissé le voile du palais avec un chocolat extraordinaire, et là tous les parfums de cacao s'exhalent. Alors, une fois que le conchage est terminé, on est sur des températures qui sont quand même élevées, puisqu'on est à peu près à 55-60 degrés. Mais à 55-60 degrés, le chocolat est liquide. Et nous, artisans chocolatiers, on n'utilise pas le chocolat liquide, on utilise un chocolat solide. Donc en fait, on a une dernière opération qui s'appelle l'opération de tempérage. Et l'opération de tempérage, on va ramener le chocolat à une température de l'ordre de 40 degrés. Et à cette température-là, le beurre de cacao cristallise. Et la cristallisation, en fait, permet de faire prendre en masse toutes les molécules tout autour, donc ce sont les molécules de cacao, les molécules de sucre, et on a un produit qui devient un produit solide. Et après, on va mouler ces produits, et on va rentrer dans des tunnels de refroidissement à 6 degrés pour sortir en fin de tunnel des produits qui ressemblent à ça, qui sont des pistoles, qui sont des lingots, qui sont des tablettes. Et tous ces produits vont nous permettre, à nous, artisans chocolatiers, de travailler toutes nos recettes. Dernière halte en Pays Basque et Espelette. Sous le ciel la douceur, le vent me caresse. Dans les ruelles je flamme, je me sens si léger. L'odeur des piments, je ne peux l'oublier. Oh Espelette, village de mon cœur, tes maisons rougeoyantes, tes artisans, tes sœurs. À chaque coin de rue, une histoire à raconter. Piments et souvenirs, je ne peux pas m'échapper. Le rire des artisans, la chaleur des maisonnettes, on goûtait le piment, le foie gras et le fromage. Oh Espelette, village de mon cœur, tes maisons rougeoyantes, tes artisans, tes heures. Je peux quand même filmer l'atelier.
Piment et souvenirs, je ne peux pas m'échapper. Le rican de la famille, aux nobles racines, barons d'Espeleta, leurs histoires divines. Le château en haut de la colline. Et bien après une petite dégustation, je me suis acheté quelques petites tablettes de chocolat. Je vous montre ça. Alors, le chocolat recette d'antan de Bayonne, chocolat noir à 75%. Là, c'est du Vietnam, 76% de chocolat noir. Et là, du chocolat noir au piment d'Espelette. Et un petit assortiment de chocolat noir de ganache. Il y aura un peu de tout. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à déguster. J'adore le chocolat noir, donc je me suis fait un petit plaisir. Et je le partagerai avec Kat, si elle en veut. C'est pas gagné qu'elle en veuille. C'est pas ce qu'elle préfère. Elle préfère le chocolat noir, mais aux noisettes. Et là, il n'y en avait pas. Noisette ou amande. Et là, il n'y en avait pas. Autre magasin typique. Mais là, c'est pas du chocolat, c'est des produits basques. Produits, oh, que de voitures, produits régionaux, foie gras, vin, linge, basque. Bonjour madame. Bonjour mesdames. L'odeur du café, les artisans savent en savoir à partager. Les piments façades comme une œuvre d'art. Espelette m'enchante chaque jour, j'en fais pas. Oh Espelette, village de mon cœur, oui. Tes maisons rougeoyantes, tes artisans, tes heures. À chaque coin de rue, une histoire à conter. Piment et souvenirs, je ne peux pas m'échapper. Madame, vous voulez goûter du foie? Oui. Allez, approchez-vous. Un petit peu de foie gras. Pardon? Vous êtes toute seule? Oui, ici oui. Bon, Elle est restée dans le camping-car. Alors, c'est du foie gras au piment. Vous n'allez pas chercher le piment, vous allez goûter le foie gras. Le piment sert d'exhausteur de goût. Et je viens de la chocolaterie à côté à goûter du chocolat au piment. Beaucoup plus dosé le chocolat au piment. Là, ne cherchez pas le piment. Faut vraiment goûter le foie gras. Toujours. Voilà, ça arrive. Malheureusement. Et là, vous avez de la gelée de piment. Quoi, malheureusement? Bah, j'ai plus le droit à ça. Je me fais plaisir là. Ah! Non, mais je me fais plaisir, oui, je vais le Parce prendre. que la gelée, franchement, c'est trop bon. Ouais. J'ai goûté le fromage aussi, il est très bon. Oui, Malheureusement, j'ai du cholestérol et j'ai plus le droit. Alors là, je me fais plaisir, mais j'ai plus le droit à tout du ça. coup, je vous laisse faire Ouais, tranquillement. voilà. Goûter, Mais je vous ouais. remercie. Puis avec plaisir. Dernière halte en Pays Basque, Espelette. Sous le ciel, la douceur, le vent me caresse. Dans les ruelles, je flâne, je me sens si léger. Les savons. L'odeur des piments, je ne peux l'oublier. Oh Espelette, village de mon cœur, des maisons rougeoyantes, des artisans, tes heures. À chaque coin de rue, une histoire à conter. Piment et souvenirs, je ne peux pas m'échapper. Le rire des artisans, la chaleur des maisonnettes. On goûtait le piment, le foie gras et le fromage. Oh Espelette, village de mon cœur, tes maisons rougeoyantes, tes artisans, tes heures. À chaque coin de rue, une histoire à conter. Piment et souvenirs, je ne peux pas m'échapper.